Quand on parle de science, on a tous déjà entendu des phrases du genre « Mais à quoi ça va nous servir ça ?» Ou encore « Mais pourquoi on dépense un fric monstre là-dedans, on aurait tellement d'autres choses à faire avec ?» Et il vous est peut-être même déjà arrivé de les prononcer vous-même. Alors même si c'est vrai, il n'est toujours pas évident de comprendre en quoi la construction d'un accélérateur de particules à plusieurs milliards d'euros, l'invention de nombres imaginaires mathématiques qui n'existent même pas, ou encore la création de ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 peuvent bien apporter à l'humanité, si ce n'est le simple fait de savoir que cela existe. Et pourtant, les retombées de ces découvertes de prime abord extrêmement compliquées et fortement inutiles, sont partout. Elles sauvent des vies tous les jours, nous permettent de nous diriger ou simplement rendent possible le fait que vous puissiez écouter ce podcast en ce moment sur votre téléphone. Alors c'est parti, tentons ensemble de comprendre à quoi ça sert. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mais à quoi ça sert ? L'émission où vous commencez à comprendre le principe. Nous allons essayer de vous décrire quelle est l'utilité, quelles sont les applications des grandes théories scientifiques et pourquoi c'est intéressant et important de les étudier justement. Et alors aujourd'hui, nous allons faire un épisode un peu en lien avec l'actualité car, vous le savez peut-être, ont été annoncés il y a quelques jours les prix Nobel de physique de cette année que sont donc Syuhiko Manabe, Klaus Hasselmann et Giorgio Parisi. Le comité a donc récompensé leur contribution, je cite, pour la contribution révolutionnaire à notre compréhension des systèmes physiques complexes, qui ont notamment, entre autres, permis les prédictions du réchauffement climatique par exemple. Et donc, quand on essaye de chercher un petit peu ce que c'est que ces systèmes physiques complexes, sur les différents sites qui ont relayé l'information des prix Nobel, on a très peu de choses sur ce qu'est l'importance des systèmes physiques complexes. Mis à part, bien sûr, donc le réchauffement climatique qui est mis en avant, qu'est-ce que l'étude de ces systèmes permet ? C'est ce qu'on va voir, et toujours en compagnie de Willy, bien sûr. Salut Willy. Salut Maxence, salut tout le monde. Oui, alors, évidemment, les systèmes complexes, comme leur nom l'indique, c'est compliqué. En fait, depuis le début de l'étude de la physique, c'est-à-dire l'étude de la nature, on a essayé de casser la matière pour essayer de voir de quoi elle était faite. On a découvert des particules, des trucs et des machins, enfin plein de choses qui sont dans le fondamental. Mais le problème après, c'est que toutes ces petites particules se combinent entre elles pour faire des choses de plus en plus grandes et de plus en plus complexes. Or, l'étude du complexe à ce moment-là est beaucoup plus compliquée, si je peux dire, car les mathématiques ne permettent pas facilement de voir quels peuvent être les comportements de systèmes, disons, compliqués, qui ont vraiment un nombre important de composants. Ça va bien sûr des petites particules qui créent des noyaux, puis après des atomes, puis des molécules, puis des rochers, puis des planètes. Ça va même jusqu'au système solaire entier, puis au-delà. Bien sûr, c'est extrêmement compliqué d'étudier ce truc-là. Mais on a trouvé des tas de petits systèmes qui permettent d'approcher, de pas voir, mais d'approcher. Alors en fait, il faudrait voir un peu sur quoi est basée notre connaissance, déjà à cause de la flèche du temps. Le temps passe, on sait qu'il va du passé, il va vers l'avenir, et il va pas dans l'autre sens. C'est un fait. Et de là, on a découlé un principe fondamental qui s'appelle le principe de cause à effet. Bon voilà, qu'est-ce que c'est qu'une cause peut entraîner un effet dans le futur? Alors, ce qu'on pensait, et ce qu'on pense toujours actuellement dans beaucoup de cas, un tout petit changement de la cause produira un tout petit changement de l'effet. Et la même cause produira toujours le même effet. Voilà. Donc c'est vrai que si vous lancez un ballon, vous connaissez sa vitesse initiale et la façon dont elle est lancée, vous pouvez calculer exactement où est-ce que ça va tomber. Donc la cause, et puis on vérifie l'effet, pas de problème. Si on recommence la même expérience, ce sera toujours le même résultat. Si on change un tout petit peu la cause, on pourra déterminer quel sera le tout petit changement de l'effet. Donc voilà sur quoi est basée un petit peu la connaissance. Et l'étude du complexe, c'est pas aussi évident. On va en parler maintenant, j'imagine. Alors justement, Willy, pourquoi a-t-on autant de mal à prédire et modéliser des systèmes complexes comme le système météorologique par exemple? Et pourquoi est-ce que c'est si important de savoir le faire? Parce que en fait, c'est très très compliqué, comme l'a dit Willy. En fait, beaucoup de choses dans la nature ne peuvent pas être prédites par une simple formule. Elles ne peuvent pas être prédites, ni nous ne pouvons remonter, comme le dit Willy, dans le temps de la réaction. Par exemple, si vous prenez un objet que vous lancez en l'air, grâce à des informations sur sa vitesse, sur les lois
que nous connaissons sur les forces qui s'exercent sur lui, la gravité, la friction de l'air, etc., nous sommes capables très facilement de calculer sa trajectoire, son point d'arrivée, son point le plus haut, et puis même son point de départ. Si je prends par exemple un exemple qu'a déjà utilisé Willy dans Poussière d'étoiles, c'est si vous prenez une goutte de lait dans un café, eh bien vous allez voir donc les volutes qui vont apparaître et qui paraissent chaotiques, et parce qu'elles le sont tout simplement. Si vous refaites l'expérience avec un autre café, les volutes seront toujours différentes, et il est impossible de prédire l'évolution de ces turbulences au sein de ce café. Alors un système donc il est dit complexe si le résultat final, donc vous l'aurez compris, n'est pas prédictible directement en ayant connaissance des règles qui disent comment le système évolue. Et donc nous ne pouvons pas prévoir à partir de modèles ce qui va arriver, nous ne pouvons que simuler à échelle réduite le phénomène pour le prévoir. Et ça porte un nom, c'est donc un système complexe, vous l'aurez compris. Sauf que le problème, c'est que les systèmes complexes, il y en a partout, dans la nature, dans l'atmosphère pour prévoir la météo, dans l'espace, dans les orbites des planètes qui oscillent perpétuellement, ou même dans l'économie, où chaque action individuelle détermine les tendances de marché, de la bourse, et puis enfin les turbulences auxquelles sont soumis donc les avions, tout engin soumis à des frictions de l'air, on va dire, des turbulences dans l'air. Et puis enfin le plus beau système complexe sans doute, qui est votre cerveau, où une multitude de petites impulsions électriques de vos neurones va pouvoir émerger la conscience. En fait, c'est extrêmement sournois et stupéfiant. Il y avait alors, je sais plus qui c'était, je crois que c'est Einstein, qui disait que la prédiction est un art extrêmement difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Et c'est vrai que, voilà, là, on arrive à des systèmes où un tout petit changement de la cause de départ peut changer complètement et rendre imprévisible la réaction du système. Alors, vous avez tous, on en a parlé tout à l'heure, Maxence vous en a parlé par rapport à la turbulence qui existe dans un café quand vous mettez une goutte de lait que vous touillez, et bon, ça fait des tourbillons, c'est absolument pas prévisible. C'est exactement pareil au niveau de la météorologie. Le système météo, c'est une énorme masse d'air qui entoure la planète Terre, qui est soumise déjà à la rotation de la Terre, qui est soumise à la chaleur déversée par le Soleil, qui est soumise à plein de facteurs qui permettent à cette masse d'air gigantesque de bouger. Si elle était laminaire, c'est-à-dire si elle était sans aucune turbulence, eh bien, tout se passerait très bien. Mais manque de bol, il suffit d'une toute petite friction quelque part pour qu'un tourbillon naisse, et cette masse d'air qui va tourbillonner, eh ben, elle va monter, va attirer de l'air en dessous. Bref, c'est extrêmement compliqué. Actuellement, en météo, on est capable grâce à quand même des simulations très pointues, grâce à des ordinateurs extrêmement puissants, et grâce à une immense quantité de capteurs qui sont placés un peu partout sur la planète, de déterminer et la pression, et la vitesse du vent, et la température, juste quelques caractéristiques pour déterminer comment se comporte cette immense masse d'air. On peut faire des petites approches de plus en plus proches pour essayer de voir comment va évoluer tout ça. Alors évidemment, on peut voir sur une journée, on peut avoir, et peut-être après-demain avec un peu moins de finesse. Et voilà, au bout de 5-6 jours, la probabilité du résultat correct devient quasiment de 50%. Ça veut dire vous avez une chance sur 2 d'avoir raison. Donc là, ça devient extrêmement trouble. Bon, on fait de plus en plus de progrès par rapport aux mathématiques qui sont utilisées. Mais le résultat est quand même, malgré tout, à une grande part d'aléatoire, de hasard. Et comme je vous disais, une cause crée un effet. Un tout petit changement de la cause pourrait créer un tout petit changement de l'effet. Et c'est pas le cas. Parce qu'il suffit qu'un tout petit changement de la cause puisse s'amplifier, et d'un seul coup, le résultat final peut être totalement inimaginable. Alors, il va vous en parler un peu plus dans le détail. Maxence, à toi de jouer. Alors justement, la découverte de ces systèmes chaotiques ne date pas d'hier. En fait, avant cela, dans les années 1600, on pensait en fait que tout phénomène était réductible à des échelles plus petites afin de pouvoir les analyser plus simplement et puis en déduire les comportements à grande échelle. C'est ce que Descartes appellera donc le réductivisme dans son fameux livre Le discours de la méthode. Il dit donc que le précepte de réductionnisme, c'est diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner une à une et les résoudre, et puis établir un ordre de pensée en commençant par les objets les plus simples jusqu'aux plus complexes et divers afin donc de retenir un ordre de grandeur successif. Alors pourtant, il avait tort, enfin pas tout à fait, c'est vrai, mais pas pour tout.
L'un des premiers problèmes qui va témoigner vraiment de cet effet aléatoire, dont on parlera par la suite, et dont beaucoup de scientifiques vont se casser les dents sur ce problème, c'est le problème à 3 corps. Le problème à 3 corps est donc aussi vieux que la mécanique newtonienne. Newton l'a lui-même mise en évidence, et dès la naissance de cette théorie, donc, il s'est intéressé à ce problème dans le but de prédire les mouvements de la Lune. Le problème à 3 corps, c'est, Willy va peut-être nous en parler un peu, mais c'est tout simplement, voilà, au-delà de 3 corps mis en équation, on arrive à des situations chaotiques imprévisibles. Alors, ça a permis donc de poser les bases de la théorie des systèmes complexes. En fait, on entend souvent parler de la théorie du chaos. Ce sont des systèmes complexes définis selon les cas, selon les auteurs, par leur structure, par l'existence d'interactions non linéaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, comme l'a dit Willy, dans le principe de cause à effet, les causes vont produire des effets qui vont eux-mêmes influencer les causes, etc. D'où l'impossibilité de prévoir ce qui va se produire. Et puis l'émergence également, l'émergence de niveaux d'organisation à grande échelle, comme par exemple, j'en avais parlé dans un précédent podcast, les fourmis, où individuellement ne sont pas intelligentes, mais collectivement arrivent à un système auto-organisé. Alors oui, en fait, je voudrais vous parler maintenant de quelques points. Le premier point, c'était dans les années 1800, au moment de Napoléon, avec le marquis Simon de Laplace, qui était un physicien mathématicien hors pair. Lui, il estimait que tout était déterministe, c'est-à-dire si je savais à un instant tout ce qui se passait, toutes les caractéristiques d'un événement, à n'importe quel instant, je pourrais en déduire le futur. Et là, d'un seul coup, il pouvait déterminer absolument tout dans l'univers ce qui pourrait se passer. Donc on était dans un déterminisme pur, c'est-à-dire qu'une cause entraînait exactement un effet absolument prévisible. Et là, ça n'a pas marché complètement. Parce que déjà, comme disait Maxence, Newton s'est branché sur le problème de 2 corps, c'est-à-dire 2 corps qui s'attirent, une planète et un soleil, enfin bref. Et la mise en équation de ce problème-là était parfaitement résolvable. Et donc on a été très bien avec 2 corps, on pouvait absolument tout déterminer de ce qui se passerait pour ces 2 corps suivant leurs caractéristiques. Il a essayé d'en introduire un 3e, et là, c'était la catastrophe. Absolument rien ne marchait. Aucune mathématique ne fonctionnait. Et depuis le temps, bien sûr, il y a eu beaucoup de progrès là-dessus, mais toujours pas franc. C'est-à-dire, on pouvait toujours déterminer avec des approximations de plus en plus fines, mais sans aller jusqu'au bout. Ce déterminisme qui d'un seul coup tombait à l'eau, on ne pouvait pas déterminer le futur. Ça nous donnait quand même un petit coup au moral, parce que si tout était prévisible, eh ben le libre arbitre, il n'y en a plus. Ça veut dire que tout est prévu, donc n'en parlons plus, on fait ce qui est écrit, entre guillemets. Mais bon, d'un seul coup, le non-déterminisme, disons, qui en découle, permettait de retrouver une certaine liberté. Voilà, ça c'est un peu au niveau philosophique. Alors pour en revenir un petit peu à ces équations non linéaires, c'était bizarre ça, on va pas rentrer dans les détails bien sûr, mais prenons un exemple simple. Sur une île, vous installez une paire disons un couple de lapins, et voilà, y a de la bouffe, tout va bien, la vie est belle. Bon, le couple de lapins va enfanter, il va y avoir d'autres lapins, disons, etc. Tous les ans, il va y avoir une quantité de lapins, etc., qui va doubler, puis etc. Bref, mais là, on voit bien que c'est absolument irréalisable dans la mesure où ça peut pas aller jusqu'à l'infini. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de bouffe pour tout le monde. Donc à un moment donné, il va y avoir extinction de l'espèce, et donc l'espèce va descendre, et puis pendant ce temps, la bouffe va revenir, l'alimentation va se recréer, donc etc., etc. Donc pour mettre en équation ce truc-là, il existe une équation qu'on appelle l'équation de la logistique qui a été inventée et déterminée, qui a été postulée, disons, c'est une modélisation de voir comment pouvait fonctionner l'évolution d'une population. Et en essayant de mettre un petit peu, voir les prédateurs, la température, le climat, tout ce qui pouvait intervenir, on peut rajouter un terme dans cette équation, et cette équation devient non linéaire. Ça veut dire que le résultat n'est plus prévisible. Au bout d'un moment, il peut y avoir des résultats complètement ahurissants. C'est-à-dire que la population de lapins peut osciller, monter, descendre, puis d'un seul coup, sans aucune raison apparente, monter, puis disparaître, et puis remonter sans prévision. Bref, ça devient ce qu'on appelle chaotique. Voilà ce que c'est que le non-linéaire. Ça veut dire que ce qu'on rajoute entraîne une auto-organisation. On ne peut pas déterminer, parce que les conditions initiales, il faut qu'elles soient extrêmement fines. Voilà un petit peu ce que veut dire la notion d'étude d'un système complexe par des mathématiques un peu complexes dans l'ensemble. Voilà, Maxence. Alors justement, on va y revenir.
la question à 1000 points, comment faire pour étudier ces systèmes complexes? Et Willy en a parlé un petit peu. Eh bien, c'est un scientifique qui contribuera le plus à l'étude de ces phénomènes, qui est donc Edward Lorenz. Au début des années 60, il décide d'étudier la météo. Mais avec les ordinateurs de l'époque, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas vraiment la capacité de faire les mêmes simulations qu'aujourd'hui. Alors il s'est limité à un système simplifié, uniquement constitué de 3 équations différentielles, un peu comme s'il y en avait une pour la pression, une pour la température, et puis une pour la vitesse des vents. Et chaque valeur représente une moyenne sur toute la Terre entière. Donc vous voyez que le modèle est quand même très très simplifié. Et pourtant, Lorenz fait donc tourner une première fois ses calculs, obtient des résultats, et puis décide de relancer la simulation à un point donné en arrière de ces données qu'il a obtenues. Et là, eh bien, il n'obtient pas du tout les mêmes valeurs. Et la situation change complètement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le calcul comportait 8 chiffres après la virgule, alors que l'ordinateur, lui, n'en affichait que 5. Et donc, cette différence infime a suffi à aboutir à une situation complètement différente. Et il en tirera un article dont le titre est resté célèbre. Les battements d'ailes d'un papillon au Brésil provoquent-ils une tornade au Texas? Les scientifiques vont donc définir le chaos comme les effets amplifiés de minuscules changements dans le moment présent qui conduisent à une imprévisibilité sur le long terme. Et là où ça devient intéressant, c'est que Lorenz a eu l'idée de représenter sur un graphique l'évolution des valeurs de ces équations. Donc au fur et à mesure des étapes de calcul, eh bien les résultats étaient notés dans un graphique en 3 dimensions avec les 3 valeurs possibles. Et il découvre alors, s'il laisse tourner la simulation suffisamment longtemps, qu'il apparaît une sorte de motif, une structure qui ressemble d'ailleurs un peu à un papillon. Vous pouvez aller chercher sur internet la structure de Lorenz. Vous pourrez aller voir, donc c'est un ensemble de valeurs autour duquel vont osciller les valeurs de la simulation sur le long terme dans un état d'équilibre. Un peu comme si vous faites la somme des fractions 1 plus 1 demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e, etc. Ça va converger vers 2, mais jamais plus. Donc grossièrement, on peut dire que cette somme, cette série, c'est le nom exact, est attirée par le nombre 2. Sauf que là, c'est plus compliqué, donc ces valeurs sont attirées dans une région donnée, donc on appelle ça un attracteur, et cet attracteur, là, dans le cas de Lorenz, est dit étrange. En fait, on aura l'impression que les valeurs passeront toujours par les mêmes points, par les mêmes régions, mais si on zoome toujours plus, eh bien elles seront toujours différentes, bien que proches les unes des autres, toujours différentes. Mais en tout cas, grâce à ça, on peut prédire, alors non pas de façon précise, mais de façon longue dans le temps, de manière statistique, une sorte d'état d'équilibre. C'est-à-dire, pour reprendre un peu la théorie du chaos, on peut pas prédire qu'un battement d'aile en particulier produira une tornade, mais on peut prédire de façon grossière que des tornades vont se former avec une moyenne d'apparition dans un certain nombre grâce à ces points d'équilibre. En fait, la connaissance de ces attracteurs autour duquel gravitent les valeurs permet de savoir partiellement et statistiquement ce qui va émerger du chaos, alors que la connaissance des événements eux-mêmes n'aide pas particulièrement à la résolution du problème. Et donc on s'en sert effectivement dans la physique statistique. Willy, je crois que tu vas nous dire un peu comment ça fonctionne. Alors oui, on va faire ultra simple. Les statistiques, en fait, tout le monde connaît depuis qu'on est à l'école. Quand on fait la moyenne des notes qu'on a dans une certaine matière, on a la moyenne. Voilà, on sait que si on fait 10 interros et qu'on fait la somme des 10 interros, des notes des 10 interros et qu'on divise par 10, et ben on a notre moyenne. Voilà. Le premier truc fondamental, c'est la moyenne. Après, il y a d'autres éléments dans la statistique qui permettent d'affiner un petit peu une étude sur un très grand nombre de valeurs, par exemple, que ce soit des notes ou que ce soit des positions de particules dans l'espace ou que ce soit des quantités de matière d'air dans l'air, enfin bref. Alors, dans la statistique, on parle bien évidemment, avant de parler statistique, on parle probabilité, c'est-à-dire chance. Si je jette un dé, j'ai une chance sur 6 de tomber sur le 3, par exemple. Si je tire une carte d'un jeu de 52 cartes, j'ai une chance sur 52 de tirer le roi de cœur. Bref, ce sont des chances. Donc le hasard permet d'établir, disons, une probabilité. Voilà. Alors, il y a quand même des trucs assez étonnants dans la notion de probabilité. Voilà, on va prendre l'expérience, une des expériences les plus simples, qui permet d'établir la loi des grands nombres, comme on dit. Vous avez qu'à prendre une pièce de pile ou face, et puis voilà, vous allez la jeter une fois, vous allez avoir pile ou face. Bon, d'accord. Vous pouvez la jeter 2 fois, 3 fois, 10 fois, vous pouvez avoir n'importe quoi là-dedans. 8 piles, 2 faces, 4 piles, 6 faces, etc., etc. Maintenant, si vous en faites, au lieu d'en faire 10, vous en faites 100, puis 1000, puis 10 000, puis 100 000,
eh bien, vous avez une chance sur 2 à chaque fois de tirer pile ou face. Eh bien, si vous faites 100 000 jets de pièces, eh bien, vous allez automatiquement, au bout d'un moment, plus c'est grand le lancer, plus vous allez tomber sur moitié pile, moitié face. Alors, on peut se poser des questions. Comment le hasard dont on jette la pièce peut savoir à long terme sur quoi il doit tomber pour que finalement, sur un très très grand nombre de jets, ça fasse 50%, c'est-à-dire moitié de pile, moitié de face. Je vous conseille de le faire, mais peut-être pas sur 100 000, mais faites-le déjà sur 100, c'est déjà pas mal. Donc il semble exister des lois à l'intérieur du hasard et que l'on étudie, disons, d'une forme statistique. Plus le nombre est important, plus les moyennes, etc., peuvent s'approcher d'une espèce de valeur qui ressemblerait à la vérité. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne la physique statistique. Et au lieu de parler d'une particule d'air qui est dans cette pièce, je vais parler de milliards de particules qui sont dans cette pièce. Je vais arriver avec les lois qui en découlent, en déterminer et la température et la pression, plein de choses qui sont absolument mesurables. Voilà en gros ce qu'est la physique statistique. Voilà, Maxence. Alors justement, après tout ce tour d'horizon, on se pose toujours la question, donc à quoi ça sert finalement? Vous avez eu des éléments de réponse, on l'a dit au début, donc à beaucoup de choses présentes dans la nature qui fonctionnent de cette façon. À l'échelle de quelques individus, comme on l'a dit, pas de problème, on sait faire, mais à grande échelle, là ça pose plus de problème. Prenez un arbre par exemple, on sait comment il fonctionne, les lois qui le régissent, la photosynthèse, le mécanisme par lequel il grandit, etc. Mais prenez une forêt, tout à coup, eh bien comment les arbres interagissent entre eux, comment les champignons vont être en symbiose avec d'autres organismes, et puis comment les organismes vivants dans le sol font fertiliser la terre, vous comprenez tout de suite que ça devient très complexe. D'actions simples de plusieurs individus émerge le complexe. Et donc, en biologie, la méthode de système complexe est utilisée afin de mieux comprendre les écosystèmes, ces interactions, et puis bien sûr donc pour mieux potentiellement les protéger, savoir comment les protéger par la suite. Et puis l'étude des comportements sociaux aussi, donc grâce à cette théorie des systèmes complexes, est utilisée pour la bourse par exemple, les cours de l'or, de métaux, mais aussi pour tenter de prédire nos comportements, comme anticiper les bouchons par exemple, et leur future régulation. Ce pourquoi ont été également récompensés les prix Nobel, la météo évidemment, sans quoi une chose aussi simple que demander à votre smartphone quel temps il fera demain serait impossible. Et puis un plus important bien sûr, comme on le disait, permettre d'étudier et de prédire notre impact sur l'atmosphère. Et puis globalement, tout mouvement en fait de fluide ou de gaz, les turbulences, ce sont des phénomènes qui sont étudiés sous l'angle de systèmes complexes, qui est essentiel en avionique, en automobile, en ingénierie, etc. Et enfin, peut-être le plus important, comme je le disais au début, votre cerveau, qui est le plus beau des systèmes complexes, dans lequel les interactions électriques simples de milliards de neurones produisent des choses aussi incroyables que l'amour, la joie, la pensée. Voilà un peu un tour d'horizon et sans doute bien d'autres que j'oublie, et que j'ignore peut-être de l'impact des systèmes complexes, de la façon dont nous étudions finalement les comportements sociaux, biologiques et naturels, à grande échelle. Voilà, on a fait le tour. Je voudrais juste rajouter une petite anecdote. C'est pas une anecdote, c'est un conseil de lecture. Je vous conseille de lire le cycle de fondation d'Isaac Asimov, où c'est assez bon, c'est un magnifique roman grandiose qui se passe sur 30 000 ans. Donc imaginez quand même le délire imaginatif de ce monsieur. Alors, il y a juste un petit détail, c'est qu'il y avait un mathématicien à ce moment-là qui a réussi à élaborer une théorie mathématique qu'il a appelée la psychohistoire, c'est-à-dire plus le nombre d'individus est important, c'est-à-dire des milliards, des dizaines de milliards d'individus, de connaître leur comportement permettait de déduire quel pouvait être l'avenir d'une société. Voilà, ça ressemble beaucoup aux études statistiques que l'on peut faire sur des gaz, sur des molécules de gaz qui circulent. Eh bien, ça y ressemble profondément et c'est assez proche d'une certaine réalité. Voilà, Maxence. Ah voilà, je crois que c'est sur cette note un peu plus rêveuse qu'on va terminer ce podcast. On espère en tout cas que ça vous a plu, que vous y voyez plus clair, que vous peut-être vous émerveillerez un peu plus devant les volutes de votre café au lait. On vous dit à très bientôt pour un prochain numéro de ce podcast dans un mois. Et en attendant, bien sûr, vous pouvez retrouver Willy dans Poussière d'étoiles où on continuera de vous narrer l'histoire de l'univers. À bientôt.